livre, on se dit le pays va vraiment mal, Frédéric Lose. Oui, parce que les questions de sécurité sont des questions fondamentales. Le droit à la sécurité, c'est la promesse de l'État. Je renonce à la justice privée. En contrepartie, l'État assure ma sécurité, la fonction de justice avec un grand J. Et aujourd'hui, sur le temps long, parce que ce qui est intéressant, c'est le temps long, on va y revenir, la sécurité s'est fortement dégradée, et en particulier pour les personnes les plus défavorisées. En 1960, seulement 500 000 crimes et délits pour une population de 46 millions d'habitants. Aujourd'hui, 3,6 millions de crimes et délits. Alors, on est plus nombreux, on est 67 millions, mais enfin, ça a augmenté plus vite que la population à Absolument, l'époque, hein. mais au-delà des chiffres, les chiffres bon, sont parlants, nous explosent à la figure, effectivement, littéralement. Mais au-delà des chiffres, ce que nous, on veut raconter dans ce livre, c'est que derrière chaque chiffre, derrière chaque cambriolage, derrière chaque agression, derrière chaque attaque, vol, il y a une victime. Et qu'il ne faut pas juste considérer, il y a nos élites, nos technocrates brassent des chiffres, oui, c'est plus temps, c'est moins temps, etc. Mais Il y a des histoires derrière en les fait chiffres. derrière, il y a de l'humain, et les crimes et délits, c'est à chaque fois un drame humain derrière. Et c'est ça qu'on veut raconter, souligner. Et Frédéric Lose, qui est commissaire de police et qui a été toute sa vie sur le terrain, n'a eu de cesse, c'est ça qu'il raconte aussi, d'être confronté à ces victimes. C'est-à-dire que c'est pas quelqu'un qui observait des courbes depuis le ministère, depuis un bureau de la place Beauvau. C'est quelqu'un qui était confronté dans sa chair et dans le quotidien, justement, aux pleurs, aux larmes, aux difficultés des victimes de cambriolage. Un cambriolage, il y a des gens pour qui c'est rien. Un cambriolage, c'est bon, ok, c'est un de plus, un de moins, c'est rien. Mais dès lors que vous êtes commissaire et que vous êtes confronté à la victime ouais, que c'est chez vous, c'est une intrusion. Bah, c'est le sentiment un- d'être en danger chez soi, alors qu'on d'être pense que chez soi, on est absolument. protégé de tout. Et du coup, derrière, voilà, derrière chaque chiffre, c'est ça qu'on veut dire, il y a vraiment un drame. Frédéric Lose. Effectivement, les victimes, depuis une quarantaine d'années, ont été reléguées, et l'accent a été mis sur la défense, l'exaltation des droits individuels, la défense des auteurs, des mises en cause, des prisonniers. Pour des raisons humanitaires, on a déplacé le curseur et on a oublié l'efficacité policière. On a oublié de protéger la population. Et ces chiffres qui correspondent l'augmentation de la population française sont particulièrement choquants. Et ce livre est aussi une alerte, un coup de tocsin. Pourquoi? Est-ce que sur les tendances longues, si l'espérance de vie des Français, qui est de 85 ans à peu près pour les femmes et de 79 ans pour les hommes, se mettait sur 20 ans à baisser, et de 20 ans, on ne trouverait pas ça normal en disant mais c'est comme ça, c'est l'évolution. Si le taux de mortalité, qui était de 55 pour 1000 en 1950 et qui est aujourd'hui de 5 pour 1000, revenait à 55 pour 1000 à la naissance. On ne trouverait pas ça normal. Si le taux d'alphabétisation, qui est à 99% de gens aujourd'hui en France alphabétisés, tombait à 70%, tout le monde dirait c'est choquant. Donc aujourd'hui, sur le temps long, cette insécurité qui augmente, avec le coût pour la nation, le coût économique, etc., c'est Et vous absolument l'attribuez anormal. à quel facteur, cette montée de l'insécurité? Il y a beaucoup de facteurs. Il y a un effet ciseau, c'est-à-dire que au moment où la délinquance se massifiait, alors ça a commencé en réalité certainement dans les années 70, donc en période de croissance économique, hein, après mai 68, où on a commencé un peu à contester la notion d'autorité, à affaiblir la dissuasion judiciaire. Vous avez des délinquants qui se sont dit, eh ben, ça vaut le coup, puisque l'entreprise criminelle, n'étant pas entravés, se sont dit ça vaut le coup de faire un parcours de cambrioleurs, de voleurs, de délinquants, etc. Et après, dans les années 80, clairement, il y a l'idéologie de la défense sociale nouvelle, les années Badinter, parce que au-delà de l'homme qui est très respectable, Qui va bientôt Bernard entrer au Aznavour, Panthéon. voilà. Mais vous avez aussi, petit à petit, on a affaibli l'autorité judiciaire, et je dis bien avec un effet ciseau, au moment où la délinquance se massifiait, où en même temps les frontières s'ouvraient, on a ce processus inverse de lent désarmement, qui a commencé par un désarmement idéologique, hein, je veux dire, on conteste, on marginalise, on stigmatise la prison,
on multiplie les alternatives à la sanction. La Et puis, il y a justice une- ne fait plus peur. Ben non, parce qu'il y a un sentiment d'impunité, on le voit tous les jours, et en même temps, non seulement il y a une irresponsabilité pénale diffuse, mais aussi il y a une irresponsabilité financière. Si vous, je vais vous donner un exemple que les auditeurs vont apprécier, si vous grillez un stop où vous êtes 20-30 km/h plus au-dessus de la limitation de vitesse, vous êtes un contrevenant. On ne va pas vous dire rappel à la loi, alternative, sursis, on verra plus tard. Non. Non, Pourquoi, ça tombe tout pourquoi de ça a suite. marché? Pourquoi aujourd'hui on a changé nos comportements sur la route? Et pourquoi on est La passé sanction tombe tout de suite. voilà, de 17 000 à 3 000 morts aujourd'hui en prenant en compte. Donc on a sauvé 500 000 vies de Donc la 1974 à répression, ça aujourd'hui. a fonctionné. La sur répression, le la comportement. répression en fait. pénale et la répression au porte-monnaie. Sauf Mais- que cette répression, elle n'existe Elle plus comme n'existe avant pour d'autres Mais crimes et délits. Elle Il y a un s'est largement chapitre- affaiblie. Il y a un chapitre qui est intéressant parce qu'on n'en parle pas souvent. Est-ce qu'on connaît le coût de la délinquance? Justement, c'est un des problèmes qu'on souhaitait soulever, parce que, en fait, si on fait le rapport coût-dépense pour l'État, la délinquance, au final, coûte beaucoup plus cher à la fois à l'État et aux citoyens, beaucoup plus cher que l'investissement qui est mis pour, en gros, financer les forces de l'ordre. C'est-à-dire, si vous prenez le budget de la police, de la gendarmerie, de l'administration pénitentiaire, vous apercevez que si on mettait 10, 20, 30 milliards de plus pour en fait assurer la sécurité des Français, ça nous rapporterait de l'argent. Comme on est dans une période où on peine à boucler le budget, c'est peut-être intéressant de se poser cette question. L'insécurité, en fait, elle nous coûte cher pour tout un tas de raisons. Elle nous coûte cher en termes, par exemple, de primes d'assurance, parce que plus il y a des cambriolages, plus on va vous augmenter, à vous qui n'avez cambriolé personne jusqu'à présent, votre prime d'assurance. Elle coûte cher quand vous prenez le narcotrafic dans certains quartiers. Elle détruit l'activité sociale et économique de nombreux quartiers. Elle détruit l'avenir d'une partie de notre jeunesse qui rentre dans le gouffre sans fin du narcotrafic. Si vous prenez les dépenses faites par les Français, vous et moi, pour sécuriser votre maison, votre appartement, vous allez dépenser en moyens, en alarmes, etc. Si vous prenez le coût des grosses entreprises en matière de sécurité privée pour se protéger, vous additionnez tout ça, vous arrivez à un certain nombre de milliards et vous dites, finalement, ceux qui, aujourd'hui, à l'Assemblée nationale, freinent l'augmentation du budget de la justice et des forces de l'ordre, se trompent radicalement de sujet. Ils sont à côté de la En plaque. fait, il y a la dernière étude Mhm. sur le coût de la délinquance, elle date de 2009. Elle avait évalué le coût de la délinquance à 150 milliards d'euros. On était à 5,7% du PIB. On n'a jamais depuis étudié véritablement le coût de la délinquance. Et le chiffre d'affaires du narcotrafic, c'est combien? C'est entre 4 et 5 milliards d'euros par an, le chiffre d'affaires du narcotrafic aujourd'hui en France, avec environ 240 000 personnes qui sont reliées directement, employées, on va dire, par les barons de la drogue. Mais est-ce que la société est vraiment plus violente aujourd'hui qu'avant, Frédéric Lose? Oui, la société est... Ou est-ce qu'on est plus sensible à ces faits de violence? Alors, il y a les deux. La société, il y a un taux d'acceptabilité qui a baissé, donc il y a aussi mécaniquement plus de plaintes qui sont déposées, plus de faits constatés, parce que c'est vrai, aujourd'hui, par rapport aux années 70, on va déposer plainte plus facilement, ce qu'on appelle la judiciarisation. Il y a des phénomènes émergents, c'est une très bonne chose, de façon proactive aujourd'hui. Prenons les violences faites aux femmes, on incite davantage à ce que les femmes victimes viennent déposer Porte plainte. plainte. Mais objectivement, la violence a augmenté de partout. On le voit dans les écoles, où la violence a augmenté dans les écoles. Le cadre civique, les cadres moraux qui existaient, le service national qui permettait de recenser tout le monde et de remettre tout le monde sur les bons rails lorsqu'on dérivait ou lorsqu'on était en échec Vous êtes scolaire. assez favorable J'en d'ailleurs suis, au retour du service national. Alors, je l'ai mis, bien sûr, parce que moi-même, j'ai fait mon service militaire dans les paras après avoir été un décrocheur scolaire et qui s'était fait renvoyer de 3 établissements. L'armée m'a remis d'équerre. Je suis favorable aujourd'hui à un service national de 10 mois, pas obligatoire, mais très fortement incitatif, universel hommes et femmes, incitatif, c'est-à-dire gratuité des formations, priorité à l'emploi, point retraite, etc., pour ceux qui vont donner 10 mois pour la nation, mais un service, non pas un service qui serait un ovni où on parle un peu de tout et on ne sait pas quoi, orienté vers le militaire et orienté vers la sécurité pour défendre la société.
Vous dites que Flora Kibali. objectivement, la violence a augmenté, mais moi, en lisant votre livre, j'ai fait des petites recherches et objectivement, la violence a diminué, comme le disent tous les sites de statistiques, de l'INSEE, en passant par la presse. Je vous donne juste 2 chiffres que j'ai notés. Les homicides des années 90 à aujourd'hui, ils sont passés de 3 à 1,3 pour 1000 et ce qu'on appelle la petite délinquance, comme les cambriolages, l'Observatoire scientifique du crime et de la justice dit qu'ils ont aussi été divisés par 2 de 90 à 2020. Donc aujourd'hui, ça stagne. La baisse s'est arrêtée. Donc ça, c'est une question à la limite sur les dernières années. Il n'empêche qu'il y a des facteurs, par exemple, le cambriolage a baissé pendant le Covid parce que les gens étaient chez eux. Enfin, il y a des facteurs aussi qui expliquent les chiffres. Juste objectivement, je dis pas qu'il n'y a pas de violence dans la société et qu'il ne faut pas toujours se battre pour faire baisser la violence. Juste objectivement, c'est faux de dire que la violence augmente, elle baisse. Alors, je ne suis pas d'accord avec vous, objectivement, parce que déjà, il faut prendre le temps long. C'est ce qui est fait dans cette étude. C'est-à-dire, oui, mais si vous Je vous prenez... ai donné des chiffres sur 35 ans. Oui, oui, non, non. Si vous prenez... D'abord, l'outil statistique a été volontairement cassé. On a cassé le thermomètre, on l'a changé. On a créé... Eh oui, on a... Eh oui, c'est bizarre. On fait un chapitre Non, mais comment on vous a caché et cassé, comment on voilà, a cassé le thermomètre. on a supprimé l'observatoire, on l'a supprimé Faut qu'il réponde, oui. en 2020. Il y avait, on a mis en place les statistiques de la délinquance étaient collectées par la direction centrale de la police judiciaire pour la police et pour la gendarmerie, et ça se faisait depuis l'après-guerre. Et on voit, alors c'était pas parfait, mais c'était pas parfait dans un sens ou dans l'autre, hein, si on veut interpréter les statistiques. Moi, je me focalise pas que sur les statistiques. Je sais très bien qu'on peut les interpréter de différentes façons. Mais objectivement, et là, nous, on part des années 50, 60, en dehors des homicides, où là, je suis d'accord, les homicides, sur le temps long, ont baissé. Après, sur le temps long, la délinquance a fortement augmenté. On a un taux de criminalité pour 1000 habitants qui, dans les années, par exemple, 60, était de 15 pour 1000. Et aujourd'hui, il est à 60 pour 1000 si on prend toutes les infractions. Et ça veut dire que notre sécurité au quotidien s'est dégradée. Mais bien évidemment qu'elle s'est dégradée, sans compter que vous avez énormément de gens qui ne déposent pas plainte. Vous avez des enquêtes de victimation qui sont faites. Et on a énormément de gens... Avant, quand on se fait voler un vélo, quand on fait des choses comme ça, on se dit ça sert à rien de porter plainte. Qui ne déposent pas plainte. Regardez dans les établissements scolaires. Dans les établissements scolaires, tout le monde vous dit qu'il y a de plus en plus de violences. Je ne parle pas même des violences à caractère terroriste, où on en était à égorger des professeurs, Dominique Bernard, Samuel Paty. Mais en général, le niveau de violence dans la société a augmenté. Sur les statistiques, il a augmenté. Mais le problème, là où je suis... non pas en désaccord, mais on a cassé le thermomètre. Avant, on avait un observatoire qui dérangeait, qui a été mis en place en 2001, l'Observatoire national de la délinquance. Et on a rajouté et de la réponse pénale. Mais ça dérangeait beaucoup. Alors qu'on devrait, en termes de transparence pour les citoyens, connaître et objectiver la délinquance et la réponse pénale. On a supprimé la réponse pénale parce que c'était dérangeant. Pour les et juges, après, pour les finalement, ça dérangeait les magistrats. Mais on a supprimé l'ONDRP qui marchait bien. Et on l'a supprimé d'un trait de plume en 2020. On l'a remplacé par un service qui maintenant ne dépend plus du Premier ministre comme avant, mais qui dépend du ministère de l'Intérieur. Il est difficile de s'évaluer ça soi-même. Moi, je tiens à dire que j'ai beaucoup apprécié l'ouvrage parce que, étant éducateur, quand on est sur le terrain, tout ce qui est dit dedans, c'est ce que je vois au quotidien, en fait. Il y a même certains moments où je me suis dit, j'aurais pu l'écrire moi-même parce que c'est criant de vérité. Ce que j'ai aimé, c'est l'équilibre. Mais c'est vrai que ce qui transpire à travers votre ouvrage, c'est vraiment la déliquescence de l'État. Et j'ai presque envie de parler de complicité tacite. Il y a cet exemple où vous allez voir un procureur parce qu'il y a un mec qui se fait choper pour la 4e fois pour vol. Il vous répond « je suis pas le toutou de Sarkozy ». Il y a l'histoire des Maliens de Vincennes où la gauche est vent debout pour qu'on les régularise. Et quand Mitterrand les envoie dans une ville de gauche, les mêmes élus qui étaient vent debout vous font barrage et vous insultent parce qu'ils n'en veulent pas dans leur ville. Et vous parlez de ce déséquilibre entre la gauche qui est sur la prévention mais pas sur la répression et la droite qui n'est que sur la répression et pas la prévention. Et vous faites aussi une autocritique sur la police, où vous dites clairement qu'il y a des problèmes de méthodologie, vous dites clairement qu'il y a certains effectifs qui ont des a priori aussi sur les jeunes de quartier, et que si on réalisait mieux que les délinquants, en général, à partir de 20-25 ans, ils sortent de cette chaîne,
on aurait plus de zèle pour de la prévention dès le bas âge, en fait. Et ça, je trouve que c'est hyper important. Maintenant, ma question, elle porte sur cette chose. Vous dites qu'il n'y a que 3% des containers au niveau des ports du Havre et de Marseille qui sont inspectés. C'est-à-dire qu'un narcotrafiquant colombien, grosso modo, il sait qu'il a 97 chances sur 100 de ne pas se faire gauler quand il envoie plusieurs centaines de kilos de cocaïne, ce qui est aberrant. Et vous expliquez qu'il y a un problème de concurrence vis-à-vis des ports de Rotterdam et Anvers. Donc l'État est au courant de ça. Donc l'État laisse-t-il passer volontairement les choses pour que les ports français soient aussi compétitifs, ouais, exactement. Il y a un problème effectivement de concurrence énorme entre les ports européens, premièrement. Deuxièmement, plus votre port grandit, plus il y a de trafic, ce qui est le cas actuellement au Havre, où on construit de nouveaux docks, etc. On élargit pour des raisons économiques, parce qu'on a envie d'avoir des beaux ports en France. Plus vous augmentez la surface du port, plus le contrôle est complexe et compliqué, parce que vous ne pouvez pas, effectivement, mais même d'un point de vue technique, pratique, vous ne pouvez pas fouiller tous les containers, parce que vous avez des denrées alimentaires, parce que vous avez des produits congelés, parce que vous avez des bananes qui vont mûrir, parce que vous avez tout ça. Donc, soit vous arrêtez une complaisance. Oui, parce que vous dites que si on augmente quand même la surveillance en termes de compétitivité, on perd par rapport à... Oui, mais est-ce qu'on laisse pas passer parce qu'on aimerait effectivement que le Havre reste compétitif? Voilà, c'est ça. C'est que si vous contrôlez l'intégralité de la marchandise, en gros, vous mettez le port à l'arrêt. Voilà. Et donc, il n'y a plus ce flux. Et les trafiquants de stupéfiants, ils n'aiment rien moins que le flux. Ils se mettent dans le flux des passagers sur les avions, ils se mettent dans le flux des voitures quand ils font des go-fast, ils se mettent dans le flux naval quand ils se mettent à bord des conteneurs. Donc, vous ne pouvez pas stopper l'économie. Didier Giraud. Moi, je viens du milieu rural et il y a des phénomènes qui sont en train d'apparaître dans le milieu rural qui n'existaient pas. Dans le milieu rural, on était peut-être plus en sécurité qu'ailleurs. Donc ma question, elle est sur 2 points. Sur tout ce qui est vol, comment vous ressentez les choses ? Parce que quand même de plus en plus souvent, quand on va porter plainte, alors je parle des vols de gasoil par exemple, on nous dit que c'est pas la peine et qu'on retrouvera jamais les gens et du coup je suis interrogatif sur le fait que la sécurité privée va pas se remettre en route. Voilà, tout simplement. Et du coup, c'est un peu lié aussi à la deuxième question qui est, on voit arriver aussi, moi j'aimerais bien savoir qu'est-ce qu'il y a après votre livre, quoi. Parce qu'on voit arriver dans le milieu rural des propositions, entre autres des jeunes, casquettes en travers, la BM, qui descendent de la cité, de la seule ville à 50 km et qui viennent proposer à des agriculteurs de planter du cannabis, quoi. C'est quoi l'étape d'après ? Est-ce que le milieu rural où il y a moins de moyens, quoi. On sent quand même parfois un peu des quartiers déshérités en termes de sécurité. Est-ce que c'est pas le futur grand marché du narco, quoi, en fait, hein. Frédéric Close. C'est un tout, vous avez raison. C'est-à-dire que l'insécurité se diffuse de partout à mesure que les cadres civiques, ce qu'on appelle les mœurs, vous voyez, même les mœurs, se sont affaiblis. Il y a une attrition complète. Donc, vous prenez l'exemple du narcotrafic. Oui, le narcotrafic est en train de pénétrer, non pas simplement dans les villes portuaires, comme c'était le cas avant, Marseille, Le Havre, mais on voit autour de Marseille, par capillarité, à Nîmes, dans d'autres villes comme Avignon, maintenant Sète, etc. Et ils profitent de la libre circulation des hommes, des capitaux, des marchandises. C'est aussi cette conception ultralibérale de l'économie qui a favorisé tout cela. Il faut l'avoir en tête. Il y a des avantages, développement économique, etc. La France y a tiré des avantages. Mais maintenant, on en perçoit de plus en plus des inconvénients lourds. Par rapport aux atteintes aux biens que vous évoquez, notamment par exemple les cambriolages ou les vols en milieu rural. On est très exposé là-dessus. Alors, tout à fait. Les bandes qui viennent de l'Est, là, qui ont même pas de résidence chez nous, qui ramassent, entre autres, ce qui est bien à la mode, c'est les GPS de tracteurs. Là. Ça vaut aux alentours de 15 000 € pièce. Ils en ramassent 10-15 dans la nuit et ils repartent chez eux directement. Alors, quoi. Par rapport à ce qu'on évoquait, par exemple, sur les statistiques et qui aurait mérité, avec votre collègue, une analyse beaucoup plus fine, c'est que dans les années 60, 70, 80, c'est intéressant, probablement que la moitié des personnes incarcérées étaient incarcérées pour des atteintes aux biens. Aujourd'hui, le parc carcéral est sous-dimensionné et aujourd'hui, le refus de la prison, les peines alternatives à la prison qui se sont multipliées, fait que d'abord, on a
une massification de la délinquance. Donc les enquêteurs, policiers, gendarmes n'ont pas le temps de traiter la délinquance. Il n'y a pas de réponse pénale parce que bien souvent, il n'y a que des peines avec sursis, des rappels à la loi. Il n'y a rien de dissuasif au niveau financier. On incarcère de moins en moins pour les atteintes aux biens comme les cambriolages. Donc, la rentabilité de l'activité criminelle n'étant pas entravée, ça devient, dans une relation coût-avantage, intéressant. C'est pour ça que je pense que la réponse pénale doit être plus ferme, mais en même temps, il n'y a pas qu'une question de police et de justice. Il y a des questions d'éducation, il y a des questions de prévention. Et c'est pour ça que... Non, mais est-ce que le risque, c'est pas que les gens s'organisent, hein, mais bien sûr. Moi, je vais vous dire, hein, les paysans, ils ont tous un fusil. Hein. Didier, il a deux doigts de sortir le fusil. Non, mais globalement, ça va arriver un jour, quoi. Hein. Mais effectivement, la pression de la délinquance est très très forte. Elle n'est pas seulement, comme vous le disiez, franco-française, ça vient de partout. Les organisations criminelles mafieuses sont en pleine expansion dans le monde entier. Il y a des razzias dans nos campagnes et effectivement le dégât social, même politique derrière, est absolument considérable. Et en fait, je veux dire, les mafieux, les criminels, ce qu'ils aiment, c'est les failles. Ils foncent dans toutes les failles. Donc ils voient bien que dans les campagnes, il y a un peu moins la densité de gendarmes présents sur le terrain est moins importante que la densité de policiers présents à Marseille, par exemple, ou à Paris. Ils le sentent bien, ils le voient bien. Donc ils vont dans nos failles. Donc c'est à l'État de s'organiser, de riposter. Et notamment, moi, je considère que l'une des choses que l'État devrait faire aujourd'hui, c'est de renforcer les services d'investigation qui ont été considérablement affaiblis. C'est-à-dire la police judiciaire. La police judiciaire, pour mettre beaucoup plus de monde sur ces enquêtes. La procédure pénale qui est devenue... pour mettre beaucoup plus de monde. Parce que quand les mecs, ils volent des GPS... on sait où ils sont à la fin. Quoi, les il y a beaucoup plus de monde effectivement sur le terrain pour faire ces enquêtes et ensuite pour forcer, contraindre à la coopération internationale. Ça se fait de plus en plus dans le cadre de l'Europe. Mais dès que on n'a pas parlé quand même de la délinquance des mineurs. Il n'y a pas une journée sans qu'on s'aperçoit que nos jeunes, enfin certains de nos jeunes, entre 16 ans et 18 ans, sont plus violents qu'avant, agressent des policiers. Et on est toujours en train de les juger comme des enfants. D'ailleurs, ces jeunes passent devant un juge pour enfants. Or, ils ont entre 16 ans et 18 ans et ils sont souvent plus dangereux que des adultes. Par exemple, les jeunes qui ont agressé le policier de Tourcoing, ils ont été libres au bout de 2-3 jours et ils seront jugés libres. Qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que la délinquance des mineurs, on en parle tout le temps, hein, la délinquance des mineurs, des ministres promettent des réformes. Il y a eu des réformes de voter, mais enfin, visiblement, on n'a pas trouvé encore la bonne solution. Il y a tellement de choses à faire. D'abord, oui, on va maintenir le primat de l'éducatif. Je crois que c'est une grande conquête de l'après-guerre. Mais aujourd'hui, effectivement, il faut être réaliste. On n'est pas bon dans la prévention. On n'est pas bon. Elle arrive mais trop tard. on va en parler. Déjà, il faut être lucide. La délinquance des mineurs, là aussi, sur le temps long, elle a explosé. Les mineurs de l'après-guerre, 1950, 60, etc., n'ont plus rien à voir avec les mineurs d'aujourd'hui. On a une massification de la délinquance des mineurs. Et effectivement, la réponse pénale fait qu'on n'est pas bon parce qu'on a aussi beaucoup de mineurs multiréitérants qu'on n'a pas eu le temps de juger, qui sont convoqués à des audiences devant le juge des enfants. Et qui continuent, qui créent des dégâts. Et je reviens sur ce que vous dites, en termes de prévention de la délinquance, le ministère de l'Intérieur, mais même l'État, n'a pas de politique de prévention avec une vraie stratégie. Vous voyez, en matière de défense nationale, il y a une commission de la défense nationale, il y a une stratégie. Le ministère de l'Intérieur, et c'est pas faire une critique à l'encontre des policiers, des gendarmes qui font un travail remarquable, qui sont courageux, j'en suis le témoin, je leur rends hommage, et qui sont de plus en plus victimes de violences, d'agressions. Et ça, c'est sourcé, c'est nouveau, c'était impensable avant. Mais ce que je veux dire, c'est que le ministère de l'Intérieur est un ministère qui est devenu un ministère plutôt de la communication et moins de l'action. C'est un ministère de l'urgence, qui est excellent dans la gestion de crise, et c'est un ministère, j'allais dire, qui est dans l'empirisme et qui n'a pas de stratégie. Pour moi, pour notamment lutter contre la délinquance des mineurs et la délinquance tout court, il faut un pilotage interministériel, que le garde des Sceaux, le ministre de l'Intérieur, se voient de façon très concrète et pas des réunions de salon formelles autour du Premier ministre 2 fois par an et qu'on se fixe comme objectif de regarder les choses en face. Concrètement, une fois que le mineur, on l'attrape, on en fait quoi? Parce qu'aujourd'hui, il est jugé, les peines sont moitié moindres puisqu'il est mineur. Souvent, il n'est pas condamné à la première infraction. On lui donne une deuxième chance. Est-ce qu'il faut continuer dans cette logique? Mais la brigade des mineurs, les brigades des mineurs sont sous-dimensionnées dans toute la France. Ça a toujours été un peu la dernière roue du carrosse. La justice des mineurs, je vous en parle même pas.
la justice des mineurs, ils savent pas faire, ils s'intéressent a priori plutôt aux mineurs victimes, et tout d'un coup on leur dit, mais attendez, maintenant mettez-vous un peu, mettez-vous à la page. Je veux dire, aujourd'hui les mineurs ne sont plus victimes, ils sont auteurs, et on se retrouve, moi je suis allé discuter justement avec le procureur de Marseille récemment de ce sujet, avec un nombre de magistrats extrêmement restreint pour traiter ça, alors que sur le terrain on a des mineurs parmi les tueurs à gages, on a des mineurs parmi les fournisseurs de stupéfiants, on a des mineurs qui agressent les policiers parce qu'ils se disent finalement on est impunis. Parce qu'en fait, le problème lié au fait que la justice a sous-traité, remet en liberté, ne sait pas juger, ne sait pas faire, crée une génération entière qui grandit dans l'impunité. Et à partir du moment où vous grandissez dans l'impunité, ils sont absolument plus dissuadés de rien. Ils savent que. Et puis même quand ils vont en prison, à la limite, Ils retrouvent des copains. Ils vous le disent, ouais, c'est un Herbie sympathique et tout, on est nourri logé. Je veux dire, il n'y a plus rien qui leur fait mal, si j'ose dire. Il y a plus, on ne sait plus traiter, donc il faut se réorganiser pour savoir traiter cette délinquance. Pour les mineurs, encore plus que pour les majeurs, il faut une réponse judiciaire rapide. Et puis, pour les mineurs qui sont ultra violents, parce qu'aujourd'hui on a des mineurs ultra violents. C'est quoi un mineur ultra violent? Un mineur qui va sur une tentative d'homicide, un vol avec violence, avec une interruption temporaire de travail très importante, qui procède à du racket, qui est dans des bandes qui sont extrêmement violents, alors qui agressent des policiers. Sur ces mineurs-là, moi je suis pour l'abaissement de la majorité pénale à 16 ans, qui deviendrait la norme, et l'exception. L'exception serait l'excuse de minorité, parce qu'aujourd'hui, évidemment, ça a déjà été dit, pas moi, il faut inverser les choses, ça a déjà été dit, les mineurs de 2025 ne sont pas les mineurs de 1950, en termes de nombre, de dangerosité. Sur la non-peur de l'autorité. C'est déjà... On le voit bien aujourd'hui chez les mineurs, on n'a plus peur du gendarme, les mineurs, les majeurs même. Et c'est quoi le moment de bascule? Est-ce qu'il n'y a pas un avant-après attentat quand même là? Non, je ne sais pas s'il y a un après-avant attentat, mais tous les cadres éducatifs ont explosé. Le fait qu'on refuse de sanctionner, bien sûr qu'il faut de l'éducation, il faut de la sanction. Il n'y a pas d'éducation qui marche s'il n'y a pas à un moment donné la sanction, la crainte de la sanction. Dans notre livre, c'est pas que l'addition de constats déprimants, on explique ce qui marche. C'est pour ça qu'on parle de la sécurité routière, qui est une politique publique qui a très bien marché. Et on dit qu'il faut la prendre en exemple pour pas tout, pour ce qui est transposable. La lutte contre le terrorisme a très bien marché parce qu'on est établi, il y a une volonté politique, il y a une stratégie, il y a une doctrine et il y a un pilotage journalier. Ce qui n'existe pas dans la lutte contre la délinquance du quotidien, dans la lutte contre la délinquance des mineurs, vous voyez, ça n'existe pas. C'est de l'empirisme, c'est de l'urgence, c'est de la communication. On ne sait pas s'organiser, on n'est pas organisé avec une vraie stratégie. Il y a des propositions dans ce livre, je dis, il n'y a pas que des constats déprimants, il y a une quarantaine de préconisations, pas que police, justice d'ailleurs, hein, c'est global.